Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on développe une carte produit animée et nous allons voir ensemble chaque étape pas à pas. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, un bonus vous attend en fin de vidéo. Alors nous voici devant l'éditeur. J'ai préparé un simple fichier HTML dans lequel j'ai importé une fonte Poppins. Alors pour ceux qui ne savent pas comment faire, on va directement rechercher sur Google Fonts, récupérer la fonte qu'il nous faut, la sélectionner. Ensuite, on a la possibilité de choisir entre plusieurs tailles et plusieurs types, que ce soit en italique ou en normal. Là, on va prendre la régular, on l'ajoute, et ici, il va nous afficher la liste des fontes qu'on a sélectionnées. Tout ce qu'on aura à faire ici, c'est soit d'importer directement dans le CSS, soit d'importer via le link, comme j'ai fait ici. Donc, il suffit de récupérer ces deux lignes-là, de les coller ici dans le head, et pour pouvoir les utiliser, de récupérer ceci. Ici, on voit que c'est déjà fait. La fonte est déjà importée dans le HTML et on l'utilise déjà dans le style CSS. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de créer une div avec la classe card. Et on va séparer notre carte en deux parties. On aura la partie que je vais appeler blurb, dans lequel on aura du texte. On va mettre un H2 ici, qui sera JBL Best Sound, pour pas avoir à s'embêter avec les espaces. Ce qu'on va aller faire, c'est directement les séparer par un BR. Et ici, on va rajouter notre button dans lequel on mettra directement le call to action acheter. Pour la deuxième div, on va l'appeler product parce qu'il n'y aura pas que l'image dedans. Donc effectivement, il y aura l'image que j'ai déjà importée. Voilà, je vous laisserai choisir celle de votre choix. Toujours penser à remplir les informations dans le alt, mais ça, je pense que vous avez l'habitude. Et derrière, de rajouter le titre du produit. Et là, on va l'appeler modèle, dans lequel on va directement mettre le modèle. Alors c'est du fictif, c'est pas quelque chose que j'ai vérifié, c'était simplement pour les besoins de ce tutoriel. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, je me suis préparé un petit mémo. Donc c'est simplement pour le background, pas avoir à le récupérer. Donc ce qu'on va aller faire, c'est passer un body. On va lui passer notre background, c'est déjà beaucoup plus joli. Derrière, on va lui mettre quelques petites propriétés. Display flex, justify content center et align item center. Pourquoi? Tout simplement pouvoir centrer notre élément. Donc là, pour l'instant, l'image elle est énorme, donc elle prend toute la place et elle fait qu'elle décale un petit peu tout. Mais on va remédier à ça petit à petit. Donc là, on va aller récupérer notre class card, qui est l'élément qui va tout comporter. Et on va lui mettre un petit background color pour qu'on puisse le voir. Une width à 450 pixels, ça devrait suffire. Voilà. Et une 8 à 300, je pense que ça devrait être bon aussi. Alors, on a ici un petit souci de décalage. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que l'image elle est énorme. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est que notre body, donc le contenu de notre page HTML, donc là on voit ici, ne fait pas la taille hauteur maximum. Pourquoi? Parce qu'il va prendre la taille de son contenu. Là, on va lui dire que sa minimum 8, donc la taille minimum qu'il doit avoir, c'est 100 VH. VH pourquoi? VH veut dire viewport 8. Et donc viewport, le viewport c'est ce que va voir l'utilisateur. Donc ça peut être un écran, ça peut être un écran d'ordinateur, de smartphone, de tablette, peu importe. La taille de cet écran-là, c'est le viewport. Et donc quand on dit 100 VH, donc viewport 8, on veut prendre la totalité de la 8. On aura la même chose avec le width. Quand on veut prendre la taille complète, la largeur complète, on met 100 VW et ça prendra la taille complète.
quand on va dimensionner des éléments, on va faire attention à ce que la taille ne se cumule pas, pour pas que nos éléments soient complètement écrasés. Lorsqu'on va avoir une hauteur par exemple fixée comme ça, les éléments qui ne sont pas fixés de cette manière-là, on voit qu'ils vont être croppés. Donc là, j'ai mis une hauteur de 300 pixels. Mon body fait bien 100 VH, donc 100 V8, donc il va s'arrêter ici. Sauf que, comme la taille de mon body, elle est de, là on va le voir, à peu près à 250-240 pixels, bah, c'est plus petit que la taille que j'ai définie ici, donc forcément c'est croppé. Alors il faut faire attention à ça quand on déclare des valeurs, voilà, pas simplement se baser sur la V8 parce que des fois ça peut poser quelques problèmes d'alignement. Mais revenons-en à nos moutons. Donc là, plutôt que de lui passer une couleur à FFF, ce que je vais aller faire, c'est lui passer un RGBA en lui disant que je veux du blanc, donc 255, et que je veux une opacité de 0,2. Ça commence à être pas mal. On va lui passer un petit border radius pour arrondir les coins. Et donc là, notre carte, elle est pratiquement prête. Donc on revient et on voit que le premier élément qu'on veut préparer, c'est le blurb. Alors, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un blurb et un produit. L'idée, c'est que on va séparer la carte en deux. Donc pour ça, on va aller sur chacun des éléments, donc blurb et product, et on va lui dire, pour le blurb et pour le product, tu me mets une width à 50%. Donc si on regarde, hop, on va y arriver. Hop. Donc là on voit que le blurb fait 50% et le produit fait 50%. Ce que vous voyez en orange, c'est la marge. Donc là je vais reprendre un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc là on voit que notre produit, il fait bien 225. Et 225, c'est bien la moitié de 450. On va juste remettre ça tranquillement en dessous. Donc du coup, comment faire? Alors ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut nous, c'est les aligner côte à côte. C'est pas nécessairement les mettre l'un au-dessus de l'autre. Et on va lui dire, je veux un display flex et un flex direction à row. Si on regarde, nos éléments se sont bien mis sur une row, donc une ligne. Alors le display flex, c'est simplement comme pour le positionnement de la carte tout à l'heure, pour aider à mieux positionner les éléments. Et le flex direction va nous dire, on veut tout ça en une ligne. En tout cas, on veut tous les éléments qu'on a choisis sur une ligne. Donc là, on a sélectionné blurb et product. Il y en a deux à l'intérieur. Là, on leur a donné une width à 50%, et ça c'est très important. Si on voudrait mettre 30%, donc là on va aller voir, on a un 30%, qu'on rajoute derrière une classe avec des informations dedans. Ce qu'on va aller voir, si on le déclare aussi ici, c'est que lol fait 30, blurb fait 30 et product fait 30%. Mais le principe c'est ça, il faut faire attention aux valeurs qu'on déclare, comme je vous le disais tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc le principe c'est de faire attention aux valeurs qu'on déclare pour les largeurs et les hauteurs. Et quand on passe sur un display flex en row, généralement si on ne se trompe pas de valeur, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc là, on a bien mis 50 ici et 50 ici. On se retrouve avec une row qui fait la totalité de notre largeur. Donc maintenant qu'on a positionné nos deux éléments, blur et product, on va aller s'amuser un petit peu avec le H2. Alors ce que je vous conseille, quand vous faites du CSS, c'est de bien sélectionner les éléments. Alors, je ne vais pas nécessairement toujours le faire sur les tutos, mais l'idée c'est que on est dans Card, Blurb, et qu'on va aller sélectionner le H2. Si on sélectionne un H2 directement ici, et qu'on lui dit color, je sais pas moi, saddle brown, ok super, et qu'à un moment donné, on a envie de mettre un H2 en dehors, on va se retrouver avec la même couleur, avec le même style.
Mais peut-être que le H2 qu'on va mettre dans la carte ne va pas avoir le même style que les autres H2 sur la page, alors il faut faire très attention à ça. Là, ce qu'il faut faire, c'est aller sélectionner notre élément en lui disant card, product, il me semble, pardon, loupé. Et là, on se retrouve avec notre super couleur uniquement pour l'élément sélectionné et notre H2 qui est en dehors du scope, n'est pas affecté par ces couleurs-là. Voilà, donc il faut toujours bien faire attention à ça. Tout ce qui est commun à la page, donc les boutons, les H2, les paragraphes, sont déjà spécifiés tout en haut. Et c'est pour ça que la font family, je l'ai déposée ici sur le étoile. Ça veut dire tous les éléments, et tous les éléments auront cette fonte. Alors on est reparti, donc cette fois-ci, on passe une color qui ressemble à quelque chose. Hop, sans louper. Voilà. On va agrandir la fonte. Donc là, cette fois-ci, on va partir sur du EM. Le EM va se baser sur la taille de police par défaut. Donc si on a défini une taille de police, donc ici par exemple, font size, je sais pas moi, 20 pixels. Donc là, si je mets un EM, je serai sur du 20 pixels. Et si je passe à 25 ici, on voit que ça augmente. On va passer sur une grosse valeur pour voir. Et donc effectivement, le EM va toujours se baser sur une taille de pixels qui a été définie en parent. Et s'il n'est pas défini, c'est la taille par défaut qui est prise en compte. Donc là, on va réaligner notre élément. Hop, on va baisser un petit peu. Par défaut, on voit que la fonte de base a une hauteur de ligne qui est un peu trop grande. Donc ce que je vais faire, c'est la réduire. Hop, passer à 1,1. Alors, ce soit un petit peu plus ergonomique. Alors là, on a notre H2 qui est prêt. On va passer au button. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans Card, dans Blur et dans Button. Récupérer ça. Alors peut-être avant, on va centrer un petit peu tout ça. Alors je me dis qu'avant, on va positionner notre blurb un peu plus haut. Là on est bien. Voilà, et on va styliser notre petit button. Donc là, on va lui enlever les bordures. Voilà. Je vais passer un padding de 7 pixels et de 20. Ok, c'est pas mal. Un petit border radius de 20 pixels par exemple. On est toujours bien. Une margin top, toujours 20 pixels. C'est pas trop mal, dis donc. Et un background color. J'ai triché un petit peu tout à l'heure. On est bien. Une petite color white. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors il y a juste une petite chose. Ça, c'est les choses qu'on a l'habitude de faire. Ou vraiment plus trop l'habitude de faire. Parce qu'on a pas mal de frameworks CSS. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'au hover, voilà. Alors ce que font les frameworks CSS généralement, c'est qu'ils nous préparent un panel de couleurs quand on survole l'élément. Donc là, on voit que j'ai enlevé la bordure. D'ailleurs, on va aussi l'enlever l'outline. Ce qui fait que quand on clique, on n'a pas ce rectangle affreux. Et donc l'idée ici, comme on n'a pas de framework, on ne va pas importer une librairie énormissime uniquement pour avoir un style de bouton, on va aller le styliser nous-mêmes. Donc on va lui dire que au hover, donc au survol, on va lui changer la couleur. Donc là, on va partir sur un truc un peu plus clair. Et hop, là on voit, c'est un peu mieux. Et on va aller faire la même chose lorsqu'on clique. On voit qu'il ne se passe rien quand on clique. Donc là, c'est active. Donc on sélectionne l'élément et on lui dit quand est-ce qu'on veut appliquer un certain style. Et là, on va repartir sur le style de base. On va aller cette fois-ci foncé. Et on va regarder ce que ça donne. Pas trop mal. Pour que ce soit pas trop agressif pour les yeux,
on va lui passer une petite transition. Là on voit que ça change pas trop mal. Juste peut-être accentuer un petit peu ici et on voit vraiment la différence, hein, on le sait. Et peut-être que cette couleur, décidément, elle est affreuse. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, et pour que la transition ne s'applique pas partout, là on voit qu'à chaque fois que je recharge, la transition se fait aussi également sur la position. Donc ce qu'on va aller faire, c'est simplement lui dire que c'est sur le background color qu'on veut une transition. Et voilà, et donc là quand je recharge, hop, on a bien notre petite transition. Voilà. Donc maintenant notre titre est prêt, notre bouton également, et on va pouvoir passer à l'image. Alors, on a toute une partie product à préparer, donc on va aller récupérer notre classe product. Et là, comme tout à l'heure, on sélectionne l'image qui est dans notre classe product, hein, on ne veut pas aller sélectionner toutes les autres images, et on va lui mettre une max width à 100%. Alors pourquoi 100%? On a bien vu tout à l'heure qu'on a positionné la taille de notre blurb et de notre product à 50% de quoi? De la carte. Donc la carte contient le blurb et le product. Chacun d'entre eux fait 50%, donc on a moitié-moitié. Donc là, on a accès à 50% de product. Et ici, on lui dit, prends la totalité de la place qui te reste. Donc là, il nous reste 50% de la carte, donc s'il prend 100%, on va aller vérifier notre headphone, et là on voit qu'il prend toute la taille. On sélectionne notre image et notre parent, et on voit que tous les deux ont la même taille. Voilà, donc notre image est positionnée, on va passer notre titre qui est la classe modèle. Donc là, du coup, même chose. Bon, color white. On va peut-être agrandir un tout petit peu. Donc là, nos éléments sont positionnés, notre bouton est stylisé, le texte et l'image sont positionnés correctement. Ce qu'on va pouvoir aller faire, c'est on va aller positionner un élément à qui on va donner une classe accroche dans lequel on va récupérer test sound par exemple. Et là on voit quoi? Il est positionné en premier dans notre carte et il va aller décaler tout le reste. Comme on est parti sur des pourcentages tout à l'heure, il n'y a pas trop de problème. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire passer ce texte-là devant la carte, mais derrière et notre blurb et notre product. Alors pour ça, c'est simple. On va aller sélectionner notre classe. Et on va aller s'assurer que notre carte est positionnée. Elle ne l'est pas. Donc position relative. Et là, on lui dit simplement, alors notre carte, elle est positionnée quelque part dans notre page, mais je veux à présent que l'accroche soit en position absolue. Et là, regardez bien ce qui va se passer ici. Et là, on voit que tous les éléments ont repris leur position originale. Donc là, c'est simple, la raison est simple, c'est que ce qu'on a dit, c'est que maintenant, notre classe accroche, elle ne dépend plus du positionnement des autres éléments. Elle dépend uniquement d'elle-même. Et ce, par rapport au parent qui est la carte. Donc c'est toujours le même principe. On dit que l'élément, donc là qui est la carte parent, est positionné. À partir de ce moment-là, quand on passe un élément enfant en position absolue, il va aller se positionner par rapport à ce parent-là. Si je n'avais pas mis de position relative sur la carte, ce qui serait allé faire, alors là il le comprend, il n'est pas bête, certainement à cause du display, du flex, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on ne positionne pas le parent, généralement l'enfant, alors on va aller faire un test tout de suite, va aller se positionner par rapport au premier élément positionné. Donc je la refais. Si je retire le relative, on voit que aucun élément n'est positionné en relative et donc du coup il va remonter sur le parent le plus loin positionné et de base le body est positionné. Donc ce qui se passe, c'est que
notre carte, notre accroche, va aller se positionner à l'endroit où le parent est positionné en premier. Et donc là, si on revient sur notre relative, on voit bien que notre élément est positionné, donc notre enfant va aller se positionner par rapport à son parent. Bien, maintenant qu'on a vu ça, on va aller passer une petite font size. C'est un peu trop. 6, c'est bien, très bien. Un petit axe align left. Et là c'est pareil, c'est très important de passer en pourcentage. Alors la raison pour laquelle je passe en pourcentage, elle est simple, c'est que lorsqu'un élément est redimensionné dû à la taille de l'écran, si on reste en pixels et que le reste des éléments bouge, on va se retrouver avec une marge ici de 20 pixels, mais les autres éléments ont bougé. Donc ce qu'on voudrait pas, c'est que si notre carte elle doit faire la taille de l'écran, qu'il n'y ait uniquement un écart de 20 pixels ici et que tous les autres éléments se soient positionnés par rapport à la min 8 à la min 8. Donc en gros, le pourcentage, donc la taille varie en fonction de l'affichage. Donc là, prenez l'habitude de partir sur des pourcentages, ce sera beaucoup plus simple à gérer plus tard, surtout pour ceux qui veulent faire du responsive. C'est très important. Pas avoir à repasser derrière tout ce qu'on fait et se dire ah ben en dessous de 600 pixels de taille d'écran, il faut que mon élément fasse 10 pixels de marge, que au-dessus il doit en faire 20 et ainsi de suite. Donc là on va quand même positionner le top. À 2 c'est très bien. 2% c'est très bien. Donc là en fait c'est le line 8 qui est toujours trop haut sur cette fonte décidément. Alors là je vous passe les détails hein, globalement. Une line 8 de 1.5 ça devrait suffire. Donc là, vous allez me dire, mais ça ressemble à rien ton truc. Effectivement, ça ressemble pas à grand chose. Ce qu'on va aller faire, c'est lui passer tout de suite une color en transparent, ce qui fait qu'on ne le voit plus. Et là, la petite astuce, est sympa, c'est une propriété qui existe, qui s'appelle Text Stroke. Ceux qui connaissent Photoshop connaissent un petit peu, ont peut-être compris ce que ça veut dire. Sinon, on va le voir ça tout de suite. C'est simplement rajouter une bordure sur du texte. Donc là, on le passe en transparent et on rajoute simplement une bordure. Alors là, peut-être que ça se voit un peu trop. Voilà. Là, notre carte elle commence à ressembler à quelque chose. Donc ce qu'on va peut-être aller faire, c'est passer un Z-index aussi. De -1 pour être sûr que ça passe bien derrière les éléments. Voilà, donc visuellement, on a fait tout ce qu'il fallait pour la carte. Ce qu'on va aller faire maintenant, c'est de rajouter des petites animations. Ce qu'on voudrait, c'est au moment du survol de la carte, faire grandir un petit peu le headphone. Donc on va aller partir sur la carte et on va lui dire que lorsqu'on survole la carte, donc on sélectionne notre carte et à son survol, ce qu'on veut aller faire, c'est bouger l'élément qui se trouve dans Product et qui est une image. Et qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire un transform scale 1.2. On va voir ce que ça fait. Hop. Le scale va aller faire agrandir, scaler notre élément. Et là on voit que ça se fait sans transition. Donc ce qu'on peut aller faire, c'est directement aller récupérer notre product IMG et lui dire que dessus, on a une transition. Sur quoi? Sur le transform de 0.7 secondes. Hop. Et là on voit que notre élément il scale correctement avec une transition. Alors pourquoi le transform? On aurait très bien pu mettre all ou alors rien du tout et lui dire qu'il y a une transition 0.7. Le problème c'est que transition, il va l'appliquer à tout. Tout ce qui concerne l'image, donc le background, la bordure, en fait tous les éléments. Et là ce qu'on va aller faire, c'est lui dire simplement, comme on va aller jouer sur le transform, on va aller faire un scale, mais on va jouer sur le transform, là, sur le transform tu mets une transition de 7. Et voilà. Et derrière, petit box shadow, on va lui mettre 0,0, 3 pixels, 5 pixels, et on va aller ajuster ça ensemble. Et on va lui passer une couleur en RGBA, pas de 255, mais de 0. Bien joué.
Donc là on a mis une petite bordure. Ce qu'on veut pas, nous, c'est que ça fasse tout le tour. Donc on va aller la décaler de quelques pixels. Voilà. Donc la première valeur, ça va être le positionnement par rapport à l'horizontale. Donc là, si on lui met 20, il va aller vers la droite. Si on lui met moins 20, il va aller vers la gauche. Voilà. Donc là, on revient sur 2. Le deuxième, vous l'avez compris, c'est sur la verticale. 20 vers le bas, moins 20 pour aller vers le haut. Voilà. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est de récupérer une petite bordure en bas à droite, en bas et à droite. Et simplement, sur le card over, donc lorsqu'on sélectionne la carte, on veut lui dire que ton box shadow passe à 2 pixels. On va regarder un peu ce que ça donne. Hop, pas mal. On passe à 2 ici. Ok, et comme pour tout à l'heure, sur les transitions, et cette fois-ci on va lui mettre all, parce qu'on va rajouter une deuxième animation, et on va lui mettre 4, 0.4 secondes. Hop, hop. Et là ce qu'on va aller faire, c'est faire un transform, un petit scale, peut-être un point léger, et au survol, voilà le résultat. Alors ce qui donne cet effet d'animation un peu continu, parce qu'on voit que le headphone continue à grandir même si la carte a fini, c'est simplement parce que ici la transition on l'a passée à 0.4 secondes. Et que plus bas, sur l'image, on lui dit passe à 0.4, à 0.7. Si on passe sur du 0.4 tous les deux, ils vont avoir la même vitesse. Et nous, ce qu'on veut donner, c'est ce petit effet de voilà, ça continue à grandir même si, si on a fini de sélectionner. Alors, dernière petite chose sur le button, et vous voyez que là, ça devient intéressant d'avoir peut-être des classes qui sont déjà prédéfinies qu'on va pouvoir appliquer à nos éléments. C'est qu'on va lui passer un cursor pointer pour lui dire voilà, quand tu survoles, tu as un pointer comme sélecteur. Alors globalement, ce qu'il faut retenir de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a bien nommé nos classes, ce qui nous a permis de bien sélectionner nos éléments. Donc la deuxième, c'est de faire attention toujours à sélectionner les éléments dans le sens dans lequel ils sont. Donc quand on va aller sélectionner le H2 qui se trouve dans un élément, bien faire toute cette trame-là. Il y a d'autres possibilités de faire, notamment avec du SCSS, et j'espère pouvoir avoir la possibilité de vous préparer une vidéo par rapport à ça. Mais globalement, ça nous permettra de sélectionner les éléments un peu plus facilement. Ça peut être un petit peu galère, surtout quand vous travaillez à plusieurs sur un projet, ne pas vous rendre compte que vous avez passé directement une classe à un élément, c'est un peu compliqué. Même si généralement dans le monde pro, ce qu'on fait, c'est qu'on va se faire une classe BTN MySuperButton, voilà, qu'on va lui passer toutes les propriétés qu'on veut, et il nous suffira d'affecter nos boutons directement aux éléments qu'on souhaite. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre tout ce qui est générique, voilà, tout ce qui est taille. Le pointer restera toujours. On lui enlève directement les borders, l'outline, le padding pour qu'ils aient à peu près tous la même taille, le radius. Donc généralement, en fait, sur un site, on essaie d'avoir un design qui est assez homogène, qui se ressemble. Donc on va pas aller voir un bouton carré, un bouton rectangulaire, un bouton arrondi. On essaie de garder à peu près la même trame visuelle. Donc c'est pour ça que quand on prépare une classe pour un bouton, généralement c'est ce qu'on fait, en lui laissant les animations. De cette façon-là, on a un bouton qui est générique, une classe de bouton qui est générique, qui reset un petit peu tout ce que fait le HTML par défaut. Et ensuite, tout ce qui nous reste à faire, c'est de récupérer notre button et sur notre classe bien spécifique, de lui dire, hop, toi, tu seras le bouton pink. Voilà, de cette façon-là, on peut avoir plusieurs classes et lui passer, voilà, en lui changeant les couleurs. Là, on va pouvoir utiliser notre classe. Je récupère mon bouton, que je passe une classe super BTN.
Alors on va aller désactiver ce qu'on a fait pour le button. Hop. Lui activer la classe. Et donc là on voit que notre bouton générique, il est positionné. Et derrière, on va lui rajouter notre super button pink. Hop. Et on voit qu'on a conservé tous les effets qu'on a définis au préalable. Alors bien sûr sur les couleurs, ne pas oublier de lui passer le hover et le active qu'on avait défini tout à l'heure, pour être sûr. Donc ça, forcément, ça demande du travail supplémentaire, en tout cas au début, mais une fois que c'est fait, généralement, il n'y a pas trop de soucis. Donc là, on va aller partir sur notre green, et forcément, je lui ai laissé le hover. Donc ça, on va dégager. Et là, on voit que notre sélecteur, il fonctionne comme on l'a défini plus bas. Alors là, en voyant ce qui vient de se passer, vous allez peut-être me dire, mais attends, tu as passé ta classe green, over et active à ton bouton, et pourtant, quand tu es allé sélectionner, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la couleur rose. Pour la simple et bonne raison qu'en CSS, la règle qui prime sur toutes les autres, c'est toujours la règle la plus précise. Donc, grosso modo, si on inspecte notre élément, voilà, on va simuler le hover, et là on va voir qu'est-ce qui se passe. On voit que notre classe superButton et notre superButton hover, elle est bien définie, et que ici on a sélectionné notre bouton qui est dans notre blurb, qui est dans notre card, tandis que là on est resté très générique. Et comme cette règle est beaucoup plus précise que celle-ci, forcément, elle va écraser celle qu'on a définie plus bas. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est à minima d'enlever ces over, et si c'est pas possible, pour X ou Y raison, là, on va faire quelque chose qu'on n'aime pas trop faire, mais que font certains frameworks, hein, donc ne vous embêtez pas. On va passer tout en important. Et là, on va aller voir une chose. C'est qu'Over, il a pris ma règle. Pourtant, elle est moins précise, simplement en déclarant le important. Alors, dernière petite mise en garde avant de se quitter, faire attention au important, à utiliser en dernière nécessité, uniquement si vous n'avez pas le choix. Alors certaines librairies l'utilisent un peu à outrance, mais ils l'ont fait en âme et conscience, ils savent quelles sont les limites de leur sélection et de leur sélecteur. Ils savent pour quelles raisons ils l'ont fait. Quand vous passez derrière avec des classes, avec des importants, qui vont peut-être écraser justement des règles qui sont nécessaires à votre librairie CSS, ça va peut-être vous poser des problèmes. Donc voilà, encore une fois, attention à ce genre de petits détails. Voilà pour ce tutoriel, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. Nous, on se revoit dans la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, le développement est une aventure.